Tania Louis, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes médiatrice scientifique, biologiste, virologue de formation. Un peu de pédagogie, il y a des enfants qui nous écoutent ce matin. Qu'est-ce qu'un virus ? Alors c'est une très très bonne question. En général, on connaît les virus parce qu'ils nous rendent malades, concrètement. Mais pour remettre un petit peu de positif dans tout ça, je voulais rappeler qu'il y a des virus qui ne nous rendent pas malades et des virus surtout qui n'infectent pas que l'homme. C'est beaucoup plus général que ça. Donc, un virus, en fait, c'est une toute petite structure. Pour donner un ordre d'idée, si on prend une règle et qu'on regarde la largeur d'un millimètre, on peut mettre à peu près 8300 virus de type coronavirus sur la largeur d'un seul millimètre. Donc, ce sont vraiment des structures minuscules. On ne peut d'ailleurs même pas voir avec un microscope basique. Et comme ces structures sont minuscules, elles ne peuvent pas transporter beaucoup d'outils. Donc, pour se multiplier, ils ont besoin d'utiliser ceux des organismes qu'ils infectent. C'est ce qu'on appelle du parasitisme. Et en fait, c'est ça qui peut rendre malade. C'est le fait que les virus s'installent à l'intérieur de nos organismes et transforment nos cellules en petites usines à fabriquer de nouveaux virus. Alors pourquoi parle-t-on de coronavirus ? Alors ça, c'est purement esthétique. Vous vous rendrez compte, si vous vous intéressez à la biologie, que les biologistes sont très très bons en nomenclature, et c'est un peu ironique. Quand on utilise un microscope assez puissant pour voir des coronavirus, on se rend compte qu'en fait, à leur surface, il y a des espèces de petits picots. C'est une protéine qu'on appelle spike en anglais ou protéine S, dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans les médias, et qui leur donne un espèce d'aspect de couronne, comme une couronne qu'on peut avoir après la galette des rois. Exactement pareil, ça fait plein de petits pics à la surface d'une sphère. Alors comment agit un virus quand il pénètre dans notre organisme ? Que se passe-t-il si je suis atteint du coronavirus, que je postillonne sur ma collaboratrice Claire Destacan ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, si vous postillonnez sur elle, c'est que vous n'avez pas respecté les mesures barrières. Exactement. Donc ce n'est pas bien. Il y a moyen de l'éviter. Mais effectivement, c'est important de souligner que les coronavirus, en l'occurrence, sont transmissibles par les gouttelettes. Donc postillons, toux, éternuement, qu'on peut projeter directement sur les gens ou qu'on peut projeter sur des surfaces que les gens vont ensuite toucher avec leurs mains qu'ils vont ensuite utiliser pour toucher leur visage et permettre l'entrée du virus dans leur organisme. Voilà. Ça, c'est un petit point qui me paraissait important. Et ensuite, quand le virus est rentré dans l'organisme, en fait, il ne peut pas rentrer dans n'importe quelle cellule. La fameuse protéine de surface qui fait des petits picots, en fait, c'est une sorte de clé qui va permettre de reconnaître certaines serrures qui sont présentes uniquement à la surface de certaines cellules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les récepteurs, et celui de ce nouveau coronavirus a déjà été identifié. Et quand le virus arrive au niveau d'une cellule sur laquelle se trouve sa serrure, il est capable de rentrer à l'intérieur. Et une fois qu'il rentre à l'intérieur, il va vraiment pirater complètement la cellule pour lui faire produire de nouveaux virus. Alors, quelle est la spécificité du coronavirus Covid-19 par rapport au virus de la grippe saisonnière ? Alors, il y en a beaucoup parce qu'en fait, on fait le parallèle entre les deux parce que les premiers symptômes se ressemblent, mais ce sont des virus qui n'ont rien à voir. Comparer le coronavirus et le virus de la grippe, déjà, il y a un premier biais qui est qu'il y a plusieurs coronavirus et qu'il y a plusieurs virus de grippe. Mais en gros, c'est ce que j'expliquais récemment à quelqu'un, ça revient à comparer un chat et un poisson. C'est-à-dire qu'ils ont des points communs, ce sont des animaux et ils ont une colonne vertébrale. Tout comme le coronavirus et le virus de la grippe ont des points communs. Ce sont des virus qui sont délimités par ce qu'on appelle une enveloppe, c'est-à-dire une couche de gras, qui les rend notamment sensibles au savon et qui ont un génome composé du même type de molécules, mais qui en fait sont extrêmement différents. Sur le plan virologique, ils n'ont vraiment rien à voir. Petite précision sémantique, Covid-19, c'est le nom de la maladie, c'est pas le nom du coronavirus, hein ? C'est ça. Alors bon, le nom du coronavirus est un peu compliqué. Officiellement, il s'appelle SARS-CoV-2, pour une question de nomenclature, mais on reconnaît volontiers que c'est pas facile à utiliser dans la vie courante. Et la maladie, de son côté, a été baptisée Covid-19. Donc Covid, ça veut dire Coronavirus Disease, donc, littéralement maladie à coronavirus. Ce qui veut dire accessoirement que c'est un terme féminin. Donc, tout le monde dit le Covid, en fait il faudrait dire la Covid pour bien faire. Mais c'est le nom de la maladie et il est souvent utilisé pour parler du virus simplement parce qu'il est plus simple. Donc ça énerve un peu les virologues, mais en fait c'est pas très grave. Comment voyagent les virus ? Nous sommes les véhicules des virus ? Oui, alors ça c'est quelque chose d'essentiel parce que ça joue un rôle dans les mesures qui sont mises en place actuellement de distanciation. Il y a des virus qui peuvent se déplacer dans l'air, qui peuvent être sous forme d'aérosol. A priori, ce n'est pas le cas de ce coronavirus. Donc quand il bouge concrètement, c'est parce que nous le faisons bouger.
Baptiste Beaulieu, les règles de distanciation sociale doivent être strictement respectées, conserver avec les autres une distance d'1 mètre, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main. Vous partagez ce que dit Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Face au coronavirus, nous dit-il, l'héroïsme, c'est de se protéger, de se confiner. Être courageux, c'est être celui qui fait très attention. Montrer l'exemple, c'est donner l'impression d'être précautionneux. Oui, Ali, vous savez, nos ancêtres ont fait la Seconde Guerre mondiale, donc je pense que nous, on peut rester assis sur un canapé à regarder Netflix sans trop de soucis. En l'occurrence, les règles de distanciation, elles sont fondamentales pour ralentir la propagation du virus. Parce que le but, c'est plus d'empêcher la pandémie, puisque la pandémie est déjà là, mais de freiner au maximum la dissémination du virus pour étaler le plus possible l'arrivée des cas les plus graves dans les services de réanimation qui sont déjà débordés. Et il faut donc opérer des attitudes qui sont dites, ce qu'on disait tout à l'heure, des attitudes dites de distanciation sociale. Et comme vous dites, garder une certaine distance avec les gens, ne plus se faire la bise, ne pas serrer la main, se laver les mains au moins 20 secondes avec du savon, ne pas se toucher le visage, comme disait ma consoeur Tania Louis, éviter le contact avec les surfaces, comme les poignées de porte, et essayer de ne pas sortir, d'utiliser des mouchoirs à usage unique, et tousser, éternuer dans son coude, etc., etc. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous aviez envie de faire un mea culpa en tant que médecin généraliste. Vous en voulez un petit peu d'avoir traité cette pandémie avec légèreté. Oui, Ali, vraiment, je dois faire mon mea culpa parce que je m'en veux vraiment d'avoir traité cette pandémie avec légèreté. Les premiers spécialistes qui en parlaient étaient vraiment rassurants. Et pourtant, à J+15, les chiffres qui viennent d'Italie sont vraiment alarmants. Là-bas, les hôpitaux sont débordés. Hier, j'ai lisé une interview de Eric Combe, qui est chef du service d'infectiologie à la Pitié-Salpêtrière, et qui fait état de décisions terribles qui sont prises dans certains services de réanimation, notamment à Milan. Bon, c'est pas besoin de vous faire un dessin. Mais les gens, je vois ici, en France, continuent à sortir dans les rues, à faire la fête, à aller dans les parcs, à se côtoyer les uns les autres. Et cette liberté que nous réclamons, alors je ne sais pas si c'est par bravade ou par bêtise, elle m'énerve parce que tout le monde sait qu'elle tuera le grand-père ou la grand-mère de quelqu'un. Et à titre personnel, maintenant, je suis vraiment atterré par l'égoïsme de ces Français qui n'ont pas encore compris que leur comportement, il est irresponsable, qui contribue à engorger un système de soins qui est déjà débordé, qui est déjà exsangue. Et il faut sortir peu, voire pas du tout. Et surtout, le message que je veux faire passer, c'est que si vous allez bien, si toi, auditeur ou toi, auditrice qui nous écoute, vous vous sentez bien, il faut vous considérer automatiquement comme porteur sain et considérer automatiquement toutes les personnes que vous croisez comme une personne à risque.